Bonjour et bienvenue dans Celles qui rêvent de devenir écrivain. Alors pour ce 10e épisode, je vous ramène en octobre dernier et je commence en vous parlant de ligne éditoriale. J'essaye de voir dans laquelle mon livre L'Inde de Suraj pourrait s'inscrire. Alors n'y voyez aucune prétention de ma part, mais avec ma spontanéité habituelle, je vous partage ma réflexion du moment concernant la littérature à laquelle il me semble le plus me rapprocher et je me compare à de grands auteurs, des autrices en l'occurrence. Ce qui ne veut pas dire que j'ai le même talent, ni même la même plume que ces grandes dames de la littérature. Elles sont surtout pour moi des modèles, des sources d'inspiration et ce vers quoi je tends. Je tenais juste à faire cette petite précision. Dans cet épisode, sinon, je vous parle également de prix Nobel de littérature, de fiction, de regard sur le monde, d'exigence, de correction, de relecture, de différents projets, de ce podcast, de fantaisie, de plaisir, de parcours amoureux, de clichés, de personnages et de bien d'autres choses encore. Bonne écoute à vous! Le samedi 8 octobre 2022. Ce matin, j'ai travaillé à peu près... j'ai travaillé plus de 3 heures sur l'Inde de Suraj, mais j'ai fait une partie de prospection pour des maisons d'édition, notamment Gallimard. Ils n'ont toujours pas réaffiché leur adresse à l'intention des aspirants écrivains pour leur envoyer un manuscrit. Donc j'imagine qu'ils sont toujours inondés de manuscrits, mais moi j'ai quand même très très envie de leur envoyer mon livre parce que en fait, la plupart des romans que je lis chez Gallimard... je me retrouve dedans et j'ai l'impression que mon livre s'inscrit dans la lignée d'un Elena Ferrante avec L'Amie prodigieuse, dans la lignée de Passion simple d'Annie Ernaux, Chimamanda Ngozi Adichie par rapport à Americana, ou encore L'Or des femmes, alors je me souviens plus le nom de l'autrice, c'est une autrice africaine qui a un nom un peu compliqué donc j'ai pas retenu. Mais en gros, tous ces livres-là, bon déjà ce sont des livres de femmes qui portent un regard acéré sur le monde, plein d'observations subtiles, où il y a en filigrane tout un monde qui se dessine avec une certaine culture, une certaine société, des traditions, des mœurs et des coutumes, qui sont une toile de fond pour l'intrigue. Et sur cette toile de fond se dessinent des personnages qui sont dressés avec finesse, dont la psychologie est développée en dentelle. Et moi j'ai un peu l'impression, même si je le fais sans doute beaucoup moins bien que ces autrices plus expérimentées que moi, de m'inscrire dans cette lignée d'autrices. Et d'ailleurs, pour en revenir à Annie Ernaux, elle vient d'obtenir le prix Nobel de littérature. Je l'ai découverte il y a quelques années maintenant, mais j'avais pas lu de ses livres jusqu'à présent, jusqu'à très récemment pour tout dire. J'ai lu Passion simple parce que j'avais vu la bande-annonce du film qui était inspiré de ce roman. Enfin, de ce roman, c'est pas vraiment un roman en fait. Elle veut surtout pas qu'on la considère comme une romancière, puisque c'est des récits autobiographiques, même s'il y a une écriture littéraire derrière pour parler de ses expériences vécues, mais elle s'inscrit pas du tout dans une lignée de fiction. En fait, moi j'ai l'impression de partir du même processus qu'elle, sauf que moi peut-être que c'est une manière de me cacher, parce que j'ose pas me dévoiler aussi, c'est pas impudiquement parce que je trouve qu'elle reste quand même très très pudique. Peut-être que je me cache moi derrière la fiction parce que j'ose pas me dévoiler sans ce filtre-là. Mais en même temps, c'est aussi parce que moi j'ai un grand amour pour la fiction et que certes pour l'instant je m'inspire de mes histoires vécues, mais que ce n'est pas mes histoires que j'ai envie de raconter parce que j'ai envie d'aller dans quelque chose de romancé pour m'offrir une plus grande marge de manœuvre, de liberté et pour pas être bloquée, pour m'en tenir aux faits réels tels qu'ils se sont déroulés. Mais si on évacue un peu ça, on part quand même du même process qui est d'écrire sur une expérience vécue. Enfin, je pars du même process qu'Annie Ernaux parce qu'évidemment, on n'est pas du tout au même stade. Mais je suis hyper émue qu'une telle écrivaine ait pu recevoir ce prix. Parce qu'enfin, on reconnaît les femmes dans le monde de la littérature. Et c'est quand même très très récent. Moi, j'ai beau chercher dans ma mémoire, je me souviens pas d'avoir étudié une autrice. Même pas George Sand. Je n'ai jamais lu un livre de George Sand. Toujours pas aujourd'hui, c'est une lacune qu'il faudrait que je comble, mais il y a tellement de livres à lire que je m'y suis pas encore attelée. J'ai jamais étudié aucune femme alors que j'ai eu des professeurs de français femmes. Oui, et un professeur de littérature en terminale qui était un homme, qui est d'ailleurs un écrivain aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Yannick Enel.
Mais c'est pareil, avec lui, il me semble qu'on n'a pas étudié de femmes. Je me souviens surtout avoir étudié Nadja d'André Breton avec lui et que je n'avais absolument rien compris à ce texte qui m'était passé à 100 000 lieues au-dessus de la tête. C'est pas du tout une littérature à laquelle je m'identifie. Alors peut-être qu'aujourd'hui j'apprécierais la beauté de la langue, mais à l'époque ça me passait complètement au-dessus. Moi j'aime vraiment quand même la fiction, l'intrigue, que ce soit en littérature ou en film. Et j'aime être plongée dans un univers inventé. Même si c'est inspiré de faits réels, etc. Mais j'aime être emportée dans une fiction. Avec une intrigue, avec un milieu, un début, une fin. C'est très classique, mais j'y peux rien. C'est mon goût personnel. Peut-être qu'il va évoluer avec le temps, mais pour l'instant, il est toujours ainsi. Et puis, ça me va très bien comme ça. Et donc, c'était pas du tout de ça dont je voulais parler à la base. En fait, je disais que j'allais travailler à peu près 3 heures aujourd'hui. Et environ 2h30 à relire mon manuscrit et j'ai avancé de 30 pages en 2h30. Donc en gros, je lis à peine plus d'une dizaine de pages par heure. J'en suis à la page 75 sur 255. Alors mon livre a un peu diminué en nombre de pages parce que j'ai changé la police de mon caractère. En fait, c'est bien des fois quand on se relit de changer la mise en page de son manuscrit ou la police de son manuscrit pour avoir un nouveau regard sur son texte. Ce changement de mise en page peut permettre de voir des choses qu'on ne voyait plus à force de repasser dessus. Et donc moi, jusqu'à présent, j'écrivais en Calibri. Et aujourd'hui, je suis repassée à Times New Roman avec mon superbe accent anglais. Et du coup, j'ai perdu une vingtaine de pages de manuscrit. Et du coup, je vais rester à cette police parce que ça me rassure carrément d'avoir une taille de manuscrit plus petite. Et ensuite, je me suis aussi fait la réflexion que pour l'envoi en maison d'édition par courrier, je n'allais pas leur imprimer un sommaire. Parce que, en fait, le sommaire, ça permet aux gens qui le reçoivent par mail de pouvoir naviguer assez facilement dans mon texte, de leur donner une première approche de ce que peut être le roman. Mais par la poste, déjà ça me fait imprimer 4 pages en plus. Et puis en plus de ça, je suis pas sûre que ça soit très utile, ça fait pas très pro. Donc je vais leur envoyer sans ça, sans cet élément supplémentaire que les maisons d'édition à qui j'envoie par mail recevront. Alors là, pour l'instant, dans ma relecture, je suis plutôt assez fière de ce que j'ai écrit. Je trouve que ça marche bien. Oui, il y a toujours des choses que je pourrais travailler, mais je veux dire, tel quel, c'est tout à fait publiable. J'en dis pas trop, sans en dire pas assez. Je suis dans le juste équilibre. Je sais pourquoi j'ai écrit les choses comme ça. Ça dit ce que j'ai envie de dire. En tous les cas, quand je le lis, je ne me sens pas perdue dans la lecture en me disant « mais qu'est-ce que je veux dire par là ?» Ça me semble assez logique, la manière dont les choses se déroulent. Alors bon, certes, je connais très bien mon texte, mais bon, des fois, quand c'est pas clair, même moi, je sais plus trop ce que j'ai voulu dire. Tandis que là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour la suite. On va voir le reste de la lecture. Là, j'ai quelques jours de congé, donc j'aimerais bien accélérer le rythme. Et si jamais, à la fin de ma lecture, j'estime qu'il n'y a pas de correction à faire qui gênerait à la compréhension de l'histoire, déjà, je le renvoie à la première maison d'édition à laquelle je dois le renvoyer, les éditions du Cartanier, cette maison d'édition québécoise. Et puis ensuite, j'aimerais l'envoyer à toutes les maisons d'édition que j'avais repérées au départ. Même si Gallimard ne reçoit plus le manuscrit, j'aimerais le renvoyer. Il y a aussi Albin Michel, vers qui je voudrais renvoyer mon texte, parce que Albin Michel fait à la fois des livres de très haute qualité, et en même temps, il a des livres grand public, un peu plus accessibles. Et moi, je m'inscrirais peut-être dans cette lignée-là. Ils ont une exigence pour certains romans, et ils sont un peu plus souples pour des romans plus grand public. Donc, je pourrais trouver ma place. Ensuite, il y a les éditions Zulma. Quand j'avais demandé au professeur de français de me proposer différentes maisons d'édition, il m'avait signalé cette maison d'édition que je ne connaissais pas du tout, ou de loin, reconnaissable à ses couvertures atypiques et très belles. Et du coup, je m'étais un petit peu renseignée, et c'est vrai que leur catalogue est très parlant. Déjà, c'est des livres qui viennent du monde entier, donc qui offrent vraiment un regard sur le monde. Et là, je suis en train de lire un deuxième roman chez eux, Miss Island. Alors, j'aurais du mal à vous prononcer le nom de l'auteur. Je le mettrai dans la description de l'épisode parce que
C'est une autrice islandaise et son nom est imprononçable, je l'avoue. Et c'est clair que dès l'entrée dans le roman, on est plongé dans un autre monde, mais qui nous explique rien de ce monde-là puisque c'est une autrice issue de ce monde-là qui écrit. Donc c'est vraiment un voyage de l'intérieur et ça me plaît beaucoup. Et j'avais aussi lu un autre auteur publié chez eux, dont il publie à peu près tous les romans, c'est Hubert Haddad, avec Première neige à Pondichéry. Et franchement, la manière dont il décrivait l'Inde, je revivais mon voyage. Et ça m'a fait beaucoup penser à la manière dont moi je décrivais l'Inde également, même s'il le fait encore une fois beaucoup mieux que moi, de par son expérience et sa maîtrise de la langue, que moi je suis encore en train d'apprendre. Mais du coup, cette maison me parle bien et je pense que mon livre pourrait bien s'inscrire dans ces lignes éditoriales, dans le regard qu'il pose sur l'Inde. Ça, c'est les 3 maisons que je vois auxquelles je voudrais envoyer mon roman. Puis après, il y a plein d'autres maisons qui procèdent moins de l'évidence pour moi, mais à qui il faut quand même que je l'envoie. On ne sait jamais. Qui procèdent moins de l'évidence parce que j'ai pas trop étudié de près leur catalogue, on va dire. Mais il faut que j'envoie. Je pinaille en fait. Je pense que la plupart des auteurs, ils se prennent quand même 10 fois moins la tête que moi. Hein. Et puis ça ne les empêche pas d'être publiés. Voilà. C'est pas parce qu'on connaît moyennement une maison d'édition qu'on a plus ou moins de chances de se publier chez eux. Soit le livre plaît, et dans ces cas-là, ils peuvent nous répondre positivement, soit il plaît pas, et dans ces cas-là, ils nous répondent négativement. Ils s'en fichent qu'on ait lu la moitié de leur catalogue ou qu'on n'ait pas lu un livre chez eux. Du moment que ça s'inscrit dans leur ligne éditoriale, ça suffit. Bon, après, moi, j'essaye quand même, dans ma lettre de motivation, de mettre une accroche qui fait que je n'envoie pas mon manuscrit chez eux par hasard. C'est pour ça que je me renseigne sur la maison, c'est pour ça que j'essaye de trouver des correspondances entre ce qu'ils publient et mon livre, que j'essaye de leur mettre en évidence. C'est aussi comme si je leur fournissais les premiers arguments de vente de mon livre pour les appâter, pour leur donner envie de me lire, quoi, tout simplement. Et peut-être me lire avec un peu plus d'attention qu'un manuscrit qu'ils recevraient avec « Bonjour, 6 juin, mon manuscrit, merci, au revoir », quoi. Mais ce n'est pas un gage de qualité et c'est pas un gage de coup de cœur derrière. C'est juste un petit plus qui peut-être peut me faire sortir du lot à peine plus que d'autres romans. Je parlais que j'allais publier en auto-édition, je suis encore revenue là-dessus parce que en fait j'ai pas envie de faire reposer toutes mes sources de revenus sur l'écriture. Je me mets déjà tellement une pression énorme par rapport à ça que si en plus mes revenus dépendaient de mon efficacité à bien écrire, je pense que ça me tétaniserait et que je ne produirais plus rien de bon. Et que plutôt que d'être un moteur, une source d'adrénaline, ça serait un frein. Et donc là, je suis pas prête à faire reposer tout sur mon écriture. Et puis en plus de ça, c'est que je suis incapable de me mettre des deadlines et de les respecter. Si je trouve un nouveau défaut dans mon manuscrit, je peux pas me dire je passe outre pour pouvoir respecter ma deadline. Je suis obligée de travailler sur ce défaut et d'essayer de l'améliorer. Et là, dès qu'on se met une deadline, et ben du coup, on est obligé d'aller à l'essentiel. Alors certes, on pinaille beaucoup moins et c'est peut-être pas plus mal parce que du coup, on laisse aussi un peu le livre dans son jus et des fois, ça a un certain charme. Mais je sais pas, moi, si je vois quelque chose qui va pas, j'ai plutôt envie de redresser la barre que de faire abstraction. Même si dans mon roman, aujourd'hui, je fais abstraction de plein de choses. Parce que il évolue avec moi et plus ça va, plus je vois de choses, plus j'en règle aussi, mais voilà, il y a toujours des choses à changer. Mon exigence évolue avec le travail que je fais autour de mon texte, donc c'est sans fin. Le lundi 10 octobre 2022. J'ai fait une bonne séance d'écriture ce matin. J'ai travaillé un peu plus de 2 heures, 2h40 pour être précise. J'ai relu une 50aine de pages de mon texte. J'ai un peu augmenté ma vitesse de relecture parce que j'ai décidé de ne plus faire les corrections en direct. J'ai imprimé mon texte et je suis juste sur la relecture et je corrige au crayon de papier quand j'ai des fautes que je vois ou des petites phrases à rajouter ou des mots qui manquent, enfin ce genre de coquilles quoi. Et puis si j'ai une réflexion qui me vient par rapport à un passage de texte qui me semble pas
à sa place ou pas légitime dans le texte, je le note pour faire plus tard. De toute façon, ce ne sont pas des corrections indispensables qui nuiraient à la compréhension de l'histoire ou à sa cohérence. Donc pour l'instant, elles sont pas du tout urgentes et ça, je les verrai dans un prochain temps si jamais je corrige mon texte ultérieurement. Là, le but, c'est quand même de pouvoir terminer cette relecture et de me rendre compte s'il est apte ou non à être envoyé en maison d'édition à nouveau pour un nouvel envoi. Le but, c'est de l'envoyer au maximum de maisons d'édition. Là, d'y aller franco. C'est comme si je faisais un peu un dernier envoi et puis si jamais il est retenu nulle part, soit je passe à l'auto-édition, soit je me concentre sur un autre texte. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. On verra bien. Là, j'étais en train de me dire, il est 16h et je pourrais me remettre à l'écriture. Je pourrais très bien me remettre à un autre texte et en fait j'ai beaucoup de mal à travailler sur plusieurs textes en même temps parce que j'ai l'impression que si j'ai du temps disponible, il faut que je consacre entièrement à mon projet sur lequel je travaille en ce moment, comme si j'avais peur de me disperser ou je ne sais quoi. C'est un peu bête parce que ce temps ne sera de toute façon pas perdu si ça me permet d'avancer sur d'autres projets en même temps, parce que j'avoue que relire encore l'Inde Swaraj là maintenant tout de suite, j'ai pas spécialement envie. Par contre, me plonger dans un autre projet, ça me tenterait beaucoup plus, j'aurais l'impression de faire autre chose. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me retient. Donc bon, je vais voir si j'y arrive ou pas. Ah oui, autre chose aussi dont je voulais parler, c'est par rapport à la reprise ou non de ce podcast. Je me dis que ça serait bien, maintenant que je vais avoir un petit peu plus le temps, de reprendre le podcast à partir de janvier. À un moment, je me disais que tant que je n'avais pas de nouveautés par rapport à mon avancée dans l'écriture, ça ne servait pas à grand chose de reprendre ce podcast parce que j'allais ennuyer tout le monde à force de tourner en rond. Mais d'un autre côté, je me dis que ceux qui écoutaient, ils étaient dans l'ignorance de savoir quelle serait la fin, comme moi. Et finalement, ils participent au jour le jour à mon évolution dans l'écriture, dans laquelle ils peuvent se reconnaître parce qu'eux-mêmes peuvent vivre les mêmes choses que moi. Donc je me dis, ça me fait plaisir quand même de partager ce que je traverse, parce que l'exercice de l'écriture est un exercice solitaire, et que si à travers ce podcast je pouvais rentrer en dialogue avec d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, ça pourrait permettre de créer une petite communauté ou au moins des échanges avec quelques auteurs qui seraient enrichissants et encourageants, parce que c'est un peu le but de ce podcast, c'est de créer une toile de fond dans laquelle on serait tous reliés. Ouais, j'aimerais bien en fait créer une communauté autour de l'écriture où on pourrait se soutenir les uns les autres, où on aurait peut-être des bêta-lecteurs qui seraient prêts à lire enfin voilà, un truc comme ça, je sais pas trop quelle forme encore lui donner, mais ce podcast pourrait être un bon point de départ. Je suis pas juste en train de montrer que ça y est, je tire mon épingle du jeu, je suis en train d'arriver à la publication. Le but, c'est pas juste de donner envie ou d'encourager, c'est aussi partager les problématiques que je rencontre, que d'autres personnes au même stade que moi se rendent compte qu'elles sont pas toutes seules sur ce chemin tortueux, etc. Peu importe quelle en sera l'issue, peu importe le temps que ça prendra, et si un jour je suis publiée ou pas. Moi je me dis en fait c'est impossible de ne pas être publié un jour. Je vais dire quelqu'un qui persévère et finira par obtenir gain de cause, ou alors je sais pas, ça me semble impossible que je ne sois pas publiée un jour. De toute façon, à un moment, si j'ai trop de textes dans le tiroir et que j'ai encore jamais été publiée nulle part parce que personne n'a voulu de moi, il y a un moment, je prendrai la décision de me publier moi-même. Je vais pas attendre toute ma vie le désir d'un éditeur pour pouvoir sortir de ma grotte. Je pense que pour évoluer dans l'écriture, c'est aussi pouvoir partager ses textes, par quelque manière que ce soit. Le vendredi 14 octobre 2022, j'ai fini la correction de mon manuscrit l'Inde Swaraj. J'espère bien l'ultime correction. Bon, je pense qu'il va quand même y avoir quelques petites retouches prochainement parce que ma mère à qui j'ai fait lire mon manuscrit l'a annoté et je n'ai toujours pas eu accès à la version qu'elle a annotée, donc il y aura peut-être des petites choses en plus à revoir. Mais pour l'instant, je n'ai plus du tout envie d'en entendre parler. J'ai fait la liste de toutes les maisons d'édition auxquelles je souhaitais le soumettre. Il y en a une petite dizaine, dont très peu à qui il faut l'envoyer par courrier. Alors ça, c'est plutôt une bonne surprise. Donc du coup, je vais imprimer un exemplaire. C'est pour Albin Michel,
voilà, parce que eux, j'y tiens quand même particulièrement. Aujourd'hui, j'ai quand même un avis plutôt négatif sur mon roman. J'ai l'impression qu'il n'est pas très bon, et que ça sera jamais le cas, que j'aurai beau le triturer dans tous les sens, ça sera toujours pareil, et comme de toute façon je le connais trop bien, je peux plus avoir un regard neuf dessus, voilà. J'en ai un peu marre aussi de travailler dessus, donc j'ai envie de l'envoyer au maximum de maisons d'édition là qui me restent, et ensuite je tourne la page et je passe au prochain roman. Je ne vais même pas essayer de l'auto-éditer, parce que l'auto-éditer, comme j'ai envie de faire un travail éditorial autour de mon texte, ça veut dire retravailler mon texte pour ne peut-être pas aller dans la bonne direction, parce que je ne sais pas comment je peux faire confiance à un éditeur indépendant. Je ne sais pas non plus où aller chercher. En fait, j'ai pas envie de dépenser des 100 et des 1000 sur un texte qui peut-être sera toujours mauvais, quoi que je fasse, quoi. Je préfère mettre toute mon énergie dans un nouveau roman, plutôt que de m'acharner sur celui-ci. Ça fait déjà 6 ans que je suis dessus. Je pense que ça suffit. Pour un premier roman, ça suffit largement. C'est pas du temps de perdu. C'est pas non plus de l'énergie dépensée pour rien. J'ai appris énormément avec ce texte. C'était un très bon exercice d'écriture. Je pense que ça m'a donné des bonnes bases pour aller plus loin par la suite. C'est pas grave si ce roman ne voit pas le jour. Ça me désespérait un peu tant que j'avais pas écrit d'autres textes, mais depuis j'ai quand même écrit 2 premiers jets. J'ai mon roman de fantasy qui me titille à nouveau. Et en fait, j'ai été à la bibliothèque dernièrement et je suis allée dans le rayon littérature de l'imaginaire. Bon, déjà, j'ai emprunté à un Damasio, le seul que j'avais pas lu, La zone du dehors, donc je me suis mise à la lecture. Et j'ai réemprunté un livre que j'avais adoré à l'époque, je sais pas si ça sera encore le cas aujourd'hui. C'est le livre de Robin Hobb, L'assassin royal. J'ai déjà lu la série, mais comme j'ai envie de lire la suite de la série et que je me souviens plus de la série de l'Assassin royal, et puis que j'avais adoré, j'ai envie de la relire. Et je pense que cette plongée dans cette littérature va me donner envie de me remettre à mon roman de fantasy que j'avais commencé quand j'avais une vingtaine d'années, et sur lequel j'ai déjà écrit 150 pages, donc c'est pas rien. J'ai déjà une bonne base de travail. En fait, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de m'évader dans un autre monde avec l'écriture. J'ai envie de m'amuser comme ça. J'ai envie de retrouver le plaisir de l'écriture. Le samedi 22 octobre 2022. Je me pose une question. Je suis en train de travailler sur l'essai comique en ce moment. Et il y a une chose, je me demande s'il ne faudrait pas que je le révèle pour donner envie au lecteur de lire ce livre. Ou même cette série. Seulement, si je révèle ça, j'ai peur de dévoiler la fin de mon histoire ou quelque chose comme ça. Ou alors, est-ce que je dévoilerai la fin de mon histoire ou est-ce que ça donnerait une clé de lecture à mon lecteur et ça titillerait sa curiosité? Et ben ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Donc pour l'instant, je n'en parle pas. Mais j'ai le sentiment que si j'en parlais, ça rajouterait une envie supplémentaire de lire ce livre. Parce que là, pour le moment, je dis que c'est le parcours amoureux d'une femme de son enfance à l'âge adulte. C'est le parcours amoureux d'une femme à homme, pour prendre le contre-pied des hommes à femmes. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'une femme à homme, c'est la même chose qu'un homme à femme? Pas sûr. J'ai l'impression qu'en ce moment, je suis en train de faire le deuil de l'Inde de Suraj, que c'est un livre peut-être qui ne verra jamais le jour parce qu'il n'est pas très bon. Et ça me fait rien de penser ça. Je me dis, voilà, j'ai passé énormément de temps à travailler sur ce texte et j'y ai cru dur comme fer tout au long de l'écriture. Et je pense que c'est important de croire à ce qu'on écrit. Mais aujourd'hui, il lui manque un second souffle et je ne pense pas qu'il va trouver un éditeur. Et aujourd'hui, ça me fait plus grand-chose parce que j'ai commencé à travailler sur un autre texte dans lequel je commence à plonger tout autant que j'ai plongé dans l'Inde de Suraj, qui commence à prendre toute la place dans ma vie et que je commence à aimer tout autant que l'Inde de Suraj, si ce n'est plus. J'ai l'impression qu'en plus de ça, il est plus authentique, il me correspond plus. Donc du coup, je me dis, voilà, c'était un bel exercice d'écriture, l'Inde de Suraj, un gros exercice qui m'a permis de travailler plein de choses, d'apprendre énormément. Et maintenant, ça va me servir pour tous mes autres écrits. Le jeudi 27 octobre 2022. Je suis face à un vrai cas de conscience. Dans mon roman, j'ai un personnage qui est la sœur de Pomme. Et il se trouve que dans la vraie vie, j'ai aussi une sœur.
C'est pour ça d'ailleurs que je voulais mettre une sœur à Pomme, parce que j'étais beaucoup plus inspirée par la relation que peuvent entretenir deux sœurs ensemble que par une relation frère-sœur. Bon, j'ai aussi un frère, mais comme ma sœur était beaucoup plus proche en âge que mon frère, je me suis plus inspirée de la relation que j'ai entretenue avec ma sœur pour créer ce personnage. Et là où je suis embêtée, c'est que je reprends des petits éléments qui se sont passés dans la vraie vie, que j'instille dans mon roman, et j'ai peur que ma sœur me le reproche de révéler des choses sur elle qu'elle n'a pas envie que je dise, etc. Donc pour éviter ce genre de conflit, j'ai fini par changer le personnage de la sœur et le transformer en frère. Comme ça, je m'éloigne beaucoup plus de la réalité et ça me permet d'être beaucoup plus libre. Mais du coup, je me passe de toute cette relation entre deux sœurs que je trouvais très intéressante par rapport au propos du livre, qui est le parcours amoureux d'une femme. C'était bien, je trouve, de mettre en parallèle le parcours amoureux des deux sœurs, même si celui de la sœur est beaucoup plus en retrait par rapport à celui de mon personnage principal. Ce serait vraiment en toile de fond qui viendrait illustrer, qui serait soit en écho par rapport à ce que vit Pomme, soit en contradiction totale. Voilà, je trouvais ça intéressant et puis je suis beaucoup plus inspirée par la relation entre deux sœurs parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même connu. Donc là, je suis en train de changer tout le roman en mettant un personnage de frère à la place du personnage de la sœur. Ça me plaît beaucoup moins, comme ça, mais j'ai l'impression que je serai plus libre si ça devient un frère parce que du coup, il y aura plus de confusion possible avec ma propre sœur et ma sœur pourra pas me reprocher d'avoir révélé des choses sur elle. Et puis je viens d'avoir une nouvelle idée, pourquoi pas faire du frère un homosexuel ? Parce que du coup, ça me permettrait plein de rebondissements dans l'histoire. Mais pour éviter tout cliché à ce propos, il va falloir que je me renseigne sur la question, que je fasse appel à des amis de mon entourage qui sont eux-mêmes homosexuels, pour qu'ils me disent un petit peu ce qu'ils ont vécu, pour éviter de tomber dans un truc complètement cliché. Et c'est ce qui me demande du coup le plus de travail. Alors est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Ça peut être intéressant d'un point de vue romanesque que le frère de mon personnage soit homosexuel, c'est clair. Ça peut apporter vraiment plein de choses en intrigue secondaire. Donc pourquoi pas ? Mais en même temps, voilà, je tiens beaucoup à cette relation entre les deux sœurs. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la relation entre les sœurs. C'est quelque chose dont j'avais envie de parler, c'est pas la première fois que j'en parle, même si je l'ai déjà fait de manière différente. D'ailleurs, dans mon roman Les deux sœurs, c'est aussi l'histoire de deux sœurs. D'ailleurs, c'est le thème principal de cet autre roman, même si les deux sœurs ne ressemblent pas du tout à ma sœur et moi dans la vraie vie. Je suis un petit peu embêtée, alors je me dis, vu que je tiens quand même particulièrement à cette relation entre les deux sœurs, à ce personnage de sœur, peut-être pour éviter tout conflit avec ma propre sœur, peut-être qu'il faudrait que je lui fasse lire la version avec la sœur et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. S'il y a des choses qui la gênent, si elle a l'impression de se reconnaître, si elle ne veut pas que je parle de certaines choses, peut-être que je m'imagine qu'elle n'apprécierait pas alors qu'au contraire elle serait touchée. Je sais pas. Je suis un peu bloquée par rapport à ça. J'ai pas de solution. Alors pour l'instant je vais continuer la version avec le frère. Aussi ce qui me gêne avec le frère, c'est que pour l'instant il m'échappe complètement, ce personnage. Je le trouve pas du tout cohérent. Un coup, il est hyper timide, dépressif, introverti, un peu geek. Et puis d'autres fois, il est complètement extraverti. Il ressemble pas du tout à l'image très floue que j'en ai. En fait, j'ai une image très floue parce que là, pour l'instant, il vient juste remplacer la sœur. Et il a pas une existence propre. Et puis je regrette encore la sœur, donc du coup j'ai du mal à le faire exister lui. Parce que là, ce roman, contrairement à l'Inde de Suraj, qui est déjà d'inspiration autobiographique par rapport à l'idée de départ, mais ce roman est encore plus d'inspiration autobiographique, même si je délire sur plein de choses et que je pars dans la fiction à plein d'endroits, mes sources d'inspiration sont autobiographiques. Donc c'est là où ça me gêne en fait, ce personnage de sœur, parce que y a plein de choses que je peux pas dire sur ma sœur. Enfin, j'ai pas envie que mes proches soient
meurtris par rapport à ce que je peux dire d'eux. C'est très très délicat. Mais ouais, c'était un vrai cas de conscience, du coup, le personnage de la sœur. Quel corps lui donner. En même temps, quand je garde le personnage de la sœur, il y a plein d'éléments de la vraie vie que je passe sous silence pour éviter de mettre trop ma sœur en première ligne et puis pour préserver sa vie privée. Mais il y a 2-3 petites choses quand même que j'ai gardées et j'ai peur qu'elle me le reproche si je lui fais pas lire le roman avant qu'il soit publié. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Et vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Si vous avez des problématiques d'écriture à me soumettre, des conseils à partager ou que vous avez juste envie d'échanger avec moi, je serai ravie de discuter avec vous sur le sujet. Un grand merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.